depuis le commencement de l'humanité, les hommes et les femmes étaient entourés d'environnements majestueux, étendus et parfois effrayants. Nombreux submergés par l'immensité de notre monde ont eu le besoin de trouver leur place. Dans cet environnement où la vision ne semblait suffisante pour percevoir les confins de l'horizon, dans ce besoin de trouver des réponses soumises à une connaissance limitée, comparée aux lois de l'univers, ils créèrent les mythes, les légendes et les histoires, afin de calmer leurs interrogations existentielles, encouragés par l'espoir d'y occuper une place centrale. Parmi tous ces récits, entrons dans le cœur de leur univers qui semble de nos jours fictif. Bonjour explorateur, te voilà dans la bibliothèque de Babel. Cet endroit détient le savoir de l'humanité retranscrit sous forme d'archives imprimées. Ce que tu appelles probablement livre. Ta venue est sans nul doute la recherche d'une information qui, selon toi, serait capitale pour poursuivre ton chemin. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais de ton vivant, tu as eu probablement quelque chose qui, selon moi, a eu un lien avec ta présence ici. Alors choisis avec minutie ton mot, afin que je puisse transmettre ce dont tu recherches. Je vois. Je craignais d'entendre son nom à mon oreille. Ce n'est pas tant ce personnage haut en couleur qui m'interpelle, mais l'idéologie et le mouvement dont il représente selon moi. Quoi qu'il en soit, comme c'est un passage indispensable pour toi, je vais ouvrir le livre qui convient afin de te permettre de quitter cet endroit pour celui qui t'est destiné. Alors prends place et accumule le savoir que je t'offre. Il y a des choses qui sont enfouies en nous. Parfois ce sont des personnes, parfois des événements ou bien d'autres choses. Cependant, il peut arriver que le souvenir que l'on en a devienne étrange, car nous ne savons pas les catégoriser de bienfaits ou de malheurs. Avant de parler de ce personnage qui monopolise ton attention, je suis bien obligé de remuer les entrailles obscures des années 70. Car ces décennies ont donné naissance à une progéniture égarée, autophobique et autodestructeur, qui subsiste encore de manière marginale de nos jours. Le mot lui-même vient d'un argot signifiant le pourri, le sale, associant à une symbolique du néant, niant sa propre existence en toute logique. S'il ne peut exister, il est mort à l'avance. Je parle bien ici du mouvement punk. Ayant un passif par affiliation avec cet univers de mon vivant, il est clair que j'en donnerai un avis subjectif, tant mon cœur affectionne et déteste cette décadence de mal-être régie par un manque total d'amour de soi et des autres, comme un rejeton, pleurant et hurlant de toutes ses forces effrayant tous ceux qui l'entourent, alors que ce dernier réclame de l'affection et de l'attention. Bien entendu, ce que cela m'évoque est de la compassion, mais ce n'est pas ce que ce mouvement revendique et il se veut contestataire, dénonciateur. Il met en avant l'urgence, l'improvisation, le désordre, la rébellion envers un système malade où le conformisme se confond avec la vie normale de tout à chacun. De base, l'idéologie punk inclut de bonnes idées, prônant une vie basée sur la liberté de chacun et le respect. De penser pour soi-même, il revendique également une situation d'un milieu social où il n'existe pas de rapport de pouvoir,
Une société où chaque personne est autonome dans ses relations internes et externes. Où il peut exister toujours un ordre ou même plusieurs, mais pas de domination ayant un caractère coercitif ou dominant qui pousserait les abus et la corruption. Où la conformité serait vue comme une dangereuse contrainte sociale. En effet, il s'agirait d'une méthode d'aliénation de la pensée qui cacherait aux gens la véritable nature de la société et leur forcerait à obéir aux désirs de ceux qui ont le pouvoir. Le fait de plus de savoir se contenter du minimum sans accorder d'importance au luxe superflu, le mouvement punk s'appuie peu à peu avec la multiplication spontanée des groupes, sur une base de classe populaire, à commencer par les milieux ouvriers, et propose un mode de vie se voulant cohérent sans requérir des dispositions intellectuelles élevées. Le punk méprise les conventions sociales, l'ordre établi, les hiérarchies, ironisant sur la valeur de la vie sans avenir ou par la suite sur l'état désastreux du monde. Par ailleurs, certains considéraient qu'une personne s'habillant comme un punk et écoutant du punk, du moins plus du punk rock, serait simplement conforme au code du mouvement punk sans en être un vraiment, adoptant plus la logique du néo-punk, car le punk serait avant tout un état d'esprit. Cependant, vers le milieu des années 1970, le punk se résumait plus qu'à boire de la bière, porter un blouson en cuir ou porter des résilles, en créant des groupes de personnes savant pas jouer d'instruments crier leur rage à travers des musiques en général de 3 minutes, changeant cette objectivité en négationnisme, ce qui donna un mouvement anarchique refusant toute contrainte d'autorité, existentialiste par la quête de la recherche de soi, dans un rejet total de la bien-pensance, l'individualiste en ne pensant qu'à soi et en son bon plaisir, anti-autoritaire qui enlève toute entrave à l'ordre de la paix établi, égalitaire dans le néant à partager, voire nihiliste, qui est une théorie philosophique affirmant l'absurdité de la vie, ainsi que l'inexistence de la morale et de la vérité. En clair, que rien n'a de sens. Mais pour la plupart, ce mouvement est rejoint comme transition entre le passage de l'enfance à l'adulte, sous une forme de rébellion contre une forme d'autorité pour exprimer son être intérieur au goût de sa propre liberté, qui se veut à son échelle d'un je m'en foutisme global, enlevant à tout protagoniste toute contrainte ou de barrière mentale le muselant à sa liberté. Que ce soit des codes sociaux, familiales, émotionnels, le punk revendique juste le fait de ne pas exister et se sent vivre par l'accumulation de sensations de puissance auto-centrées sur des actions provocantes, voire dangereuses, pour tout simplement se sentir en vie, comme éprouver qu'il existe. Il se veut aussi anticapitaliste avec une liberté maximale de l'individu ou la mise en place d'un cadre de vie comportant le moins de restrictions possible. Toutefois, le côté mal géré lui donne des attraits ressemblant à un chaos, mais ces derniers sont souvent créatifs, redoublant d'énergie devant la vision très négative du monde et de l'avenir. L'ennui et l'asphyxie qui se présentent à la jeunesse leur donnent le besoin de vider leurs pulsions d'une manière désorganisée, si ce n'est dégatant ou baigné de déchéance, plaçant le punk rock, genre musical dérivé du rock, apparu au milieu des années 70, s'associer au mouvement punk de cette même époque. Beaucoup plongent dans la drogue, le refus de tout, la musique non conventionnelle, extrêmement sombre et pour certains tournée vers l'autodestruction et plus encore. C'est aussi par cet esprit de révolte contre un système qui ne leur offrait pas cet avenir que Sex Pistols lancèrent, par exemple, le No Future. Des groupes donnaient des concerts avec une certaine insouciance, alcoolisés à la bière. Ainsi, à la fin des années 90, le punk s'est réduit à un aspect fun, insistant plus sur le côté musical et l'apparence, plutôt que sur l'idéologie sociale ou politique. Pauvreté et précarité. Ceci est un résumé des années 70 aux États-Unis. Si certains ont étudié la collapsologie, ils en déduiront leur enfant âgé de 10 ans dès lors, la criminalité et la violence en 80. Dans ce cadre difficile, émerge une régurgitation dans le clair-obscur, celle d'une personnalité emplie de mal-être exprimant sa rage et sa colère à travers les sons qu'il produit avec une voix de fond de garage. Défoncé ou enroué,
dans des salles oppressantes de personnes aussi perdues que lui. Vous l'avez devant vous. GG Aline. L'animal se veut féroce. Il ne tient pas en place. Entre paroles graveleuses et aux pulsions dévastatrices se tient une bête. On vous avait déjà parlé de l'énergumène qui se tient devant vous, mais la réalité n'est nulle autre pareille. En face se présente un mâle à l'état brut, sans fioriture, ni subterfuge, une violence tant bien verbale que physique, et personnes assistant à ce spectacle se tiennent la plupart en respect par peur, tandis que les autres extrêmes se déchaînent sur le protagoniste comme s'il arrivait à réveiller ce qu'il y avait de plus mauvais en chacun de nous. La pièce hume la transpiration, la déjection, le tabac froid et l'alcool. Pourtant, nous n'y faisons pas attention, car nous sommes aux aguets de ne pas recevoir un mauvais coup ou des projections d'excréments. Car l'animal est hostile, il aboie, il mord et frappe. Je ne peux distinguer l'homme de la bête. Voilà l'impression à vif de cette première rencontre dans ce trou qui était autrefois New York. De son vrai nom, Kevin Michael Aline, nom prophétique donné par son père, il grandit dans une famille conservatrice et chrétienne. À cette annonce, si vous connaissez déjà un peu l'histoire américaine, vous savez que ce mélange de villes isolées baignées dans une ferveur religieuse stricte laisse aux jeunes enfants parfois des séquelles irréparables, les menant tout à l'opposé de ce qu'elles prêchent par dégoût et envie extrême de se libérer des chaînes imposées, oppressantes et lourdes. Le père d'Aline, qui interdisait toute conversation à la maison une fois la nuit tombée, était décrit comme un maltraitant et mentalement instable. Pourtant, pendant sa scolarité, le petit garçon ne posait pas de problème. Étant discret, il poursuivait son parcours d'un œil extérieur plutôt classique. Cependant, nombreux semblaient ressentir en lui un mal-être, d'autant plus que la mère d'Aline voyait le mental de son mari se détériorer. Elle changea donc le nom de son fils, afin de lui donner toutes ses chances de vivre une enfance normale. Mais malheureusement, si elle put épargner ses enfants de leur père, elle ne put rien sauver de son jeune fils Aline, qui luttait déjà contre ses propres démons. Même s'il ne mentionne jamais sa famille comme cause de ses soucis, il dira tout de même de son père. Lors de son adolescence, GG, ou JJ, surnom donné par son frère, est considéré comme inadapté. Il est de par le fait envoyé en enseignement spécialisé. Connu à ce moment-là pour se rebeller, une noirceur provoquée par une réelle souffrance antérieure engendra chez lui sûrement ce changement. Ses fréquentations n'aidant pas, JJ commence les larcins et les délits tout en consommant de la drogue. Quand on l'interroge sur son passé, il le décrit avec ces mots. Très chaotique, pleine de changements et de dangers. Nous vendions de la drogue, volions, entrions par effraction chez les gens, dans leurs voitures, etc. Nous avons fait ce que nous voulions pour la plus grande partie. Y compris tous les groupes dans lesquels nous avons joué, les gens nous haïssaient déjà à cette époque. Son chemin étant tracé, il continua de s'enfoncer de plus en plus dans un sentier que seul lui avait entrepris jusque-là, l'exhumération de son être par sa propre autodestruction. Il commença les arts à l'école. De la musique aux représentations théâtrales, JJ a un goût prononcé pour le provoquant et le bruyant. Il constitue un groupe et ses premières années en tant que leader se font avec The Jamber. En 80, Aline est connu comme un leader punk-rock standard encadré par un vétéran de l'industrie musicale. Cependant, tout n'est pas rose.
car des tensions internes au Jabber commencent à sortir. Le groupe connaissait probablement un succès, mais Aline n'avait que faire et n'arrêtait pas sa descente depuis lors. Ce dernier devenait de plus en plus incontrôlable, brutal et sans compromis de toutes sortes, ce qui bien évidemment disloqua le groupe, laissant Aline prendre possession intégralement à son addiction aux drogues. Il devena résolument héroïnomane, alcoolique, un fumeur excessif, abusant de toute drogue qui s'offrait à lui. Adepte du hardcore, cela se faisait aussi avec son mode de vie. Puant et mal habillé, il n'avait que faire de l'hygiène, s'autoproclamant le dernier vrai rocker. À cette époque, Aline débuta aussi à utiliser des laxatifs pour déféquer pendant ses représentations, car selon lui, la musique est une figuration du danger, du régressif, de l'anti-autoritarisme, de la rébellion, qui avait été largement récupérée selon lui par des maisons de disques, et ce que l'on appelle de nos jours le mainstream, mais d'un divertissement dédié aux personnes en quête d'identité. La musique et les performances scéniques d'Aline étaient par conséquent destinées à rapprocher le rock de ses propres racines, à le reprendre entre les mains du système commercial en passant par la provocation, la violence, le non-conforme, par l'absence totale de bienséance et de code. Il enchaîna donc les concerts étant à la tête de plusieurs groupes underground. Restant marginal, il arrive néanmoins à toucher une audience avec certains titres, et connut l'expérience d'être père avec Tracy The Note. Mais, vous l'aurez compris, il ne se baigna pas par la suite dans une vie rangée. Il continua ses concerts tout en les complétant de nombreux spectacles et de discours. Ne voulant pas chercher d'emploi stable, Aline subsiste en vendant ses propres albums, mais aussi de ceux qu'il prétend par plusieurs actes criminels. Le profil d'Aline est clairement non conventionnel. Son frère dira de lui que JJ Aline possédait une résistance physique et mentale extraordinaire, au regard du nombre d'agressions avec armes à feu, à l'arme blanche, aux empoisonnements, des automutilations subies et la grande quantité de drogue dure ingérée. Aline s'infligeait quantité de châtiments dans une tentative délibérée de se durcir. Il a accepté avec entrain la douleur et le danger tout comme le plaisir. Sur scène, il s'était même une fois fait sauter les dents de devant à grands coups de micro. De plus, de nombreuses spéculations tournaient sur sa santé mentale. Steve Huey, je vous prie de bien vouloir m'excuser si je ne prononce depuis le départ peut-être pas de la bonne façon, écrit à son sujet. Peu des associés d'Aline ont nié que son comportement erratique était sûrement le résultat de problèmes mentaux, aggravés par ses abus de drogue. Beaucoup spéculèrent sur la possibilité d'un dédoublement de la personnalité. Un homme qui passerait très vite de l'amabilité à la violence, de l'intelligence à l'incohérence, de l'autodérision au narcissisme. Et si Aline n'était pas un sociopathe clinique, comme le suggère sa personnalité publique et ses interviews, il en était très proche. JJ affirme également être saisi, voire obsessionnellement tourné de ce que nous décrivons comme d'horreur morbide. Cependant, en 90, dans une évaluation psychologique faite au cours d'un procès, Aline est jugé comme ayant une intelligence normale, décrit comme courtois, coopératif et franc. L'évaluateur anonyme nota qu'Aline n'apparaissait pas psychotique et semblait à l'aise avec son style de vie non orthodoxe, mais qu'il avait un comportement correspondant à un trouble de la personnalité borderline, avec des symptômes masochisme et narcissisme. Ce que l'observateur devait ignorer, c'est qu'il était aussi par ailleurs fasciné par les serial killers, faisant de Wayne Gacy, le fameux clown tueur de jeunes hommes, un de ses amis. Il dira d'ailleurs de lui-même: If it wasn't for what I do on stage, I would probably be a mass murderer. I know I'd kill somebody because it just has such a fierce, intense fire burning inside of me that just with so much that just wants to explode. Ce dernier le clame. Un feu le consume. Il ne peut être satisfait de son intensité qu'avec certains rituels. Le terrible, que cela passe par l'exhibition, la scatophilie, la violence,
le morbide, du sexe aux pratiques douteuses, à l'excès de substances illicites, absolument tout y passe, donnant l'impression d'être en face d'un possédé, car il semble tant être un bourreau que sa propre victime. Il l'agresse, mais les personnes qui l'attirent autour de lui le voient tantôt en exemple et tantôt en être sur qui ils peuvent déverser leurs bas instincts, que ce soit sexuel, glauque, hostile ou répulsive. Which everybody around him he just seems to attract people with like the worst attitudes and like just the biggest losers on the planet just seem to flock to him like a magnet and stuff. I mean, if he had any kind of sense, he would rally these people like troops with some kind of like bogus religion, put drugs in their food, half starving to death, and send them out on the street begging money. But he doesn't, because he's very small-minded, and instead he just has these people come to rock and roll shows and he throws chairs at him. Breaks bottles over his head, smashes himself in the head with a microphone, and then he runs through the crowd naked and he eats his own shit. Big deal. It's that whole thing. It's kind of like going to see the most bizarre freak show you'd ever want to see in your life. Why do people go to freak shows? He's got some real die-hard fans. He's got fans that would probably kill themselves with him if he wanted. I've had plenty of people say to me, "Well, I'm going to be standing right in the front row when Gigi kills himself, and hopefully he'll take me with him." So I think that's a pretty hardcore fan right there. Si Aline ne baignait pas dans ce nihilisme et cette apparence que nous pouvons attribuer à un mental déviant, voire même à de la folie, les dommages qu'il nourrit de lui-même sont accablants. En sa personne, il fait réceptacle de son corps à toute la bassesse humaine. Du viol à l'humiliation, il se noie de plus en plus dans l'excès de sa propre déshumanisation, le rendant aux attraits d'un animal, voire même parfois à un objet. Mais ce dernier n'en a que faire, car il semble haïr tout le monde comme il se hait lui-même, car Aline nourrit des menaces continuelles de suicide. Cependant, une forme d'ego le retena probablement comme expression de son propre chef à réaliser ce qu'il veut quand il le veut. En effet, lorsque la raison du non-respect de ses promesses ou de ses défécations sur scène lui était demandée, Aline répondait « Avec JJ, tu n'obtiens pas ce que tu attends. Tu obtiens que ce que tu mérites », déclarant également que le suicide devait seulement être utilisé quand la personne concernée était au top, rencontrant l'au-delà au meilleur d'elle-même, et pas au pire. De plus, à ce moment, les performances scéniques d'Aline infligeaient souvent des dégâts considérables aux salles et à l'équipement sonore. Ses tournées étaient régulièrement arrêtées après quelques chansons par la police ou les propriétaires des salles. Aline fut plusieurs fois poursuivie et ses tournées continuellement interrompues entre hôpital et prison. En 90, les séjours en prison d'Aline se font plus réguliers, d'autant plus qu'il purge une peine particulièrement longue de 3 ans pour être accusé du viol avec torture d'une femme dont il conteste l'accusation, déclarant que la femme avait participé de sa propre volonté. Une fois sorti, sa notoriété l'entraîne à faire des apparitions sur des shows télévisés, et son aspect changea pour un plus radical, crâne rasé et recouvert de tatouages de piètre qualité, probablement de l'œuvre de ceux qui ont abusé ou partagé un moment avec lui. Il est décoré de cicatrices dues à ses représentations scéniques. En 1991 à 1993, ça y est, le groupe tel qu'on le connaît plus à ce jour se fit. Aline le nomme The Murder Junkies. Il est alors composé de Merle Aline à la basse, qui est son frère, Dino Sash à la batterie, et de différents guitaristes qui se succèdent brièvement, ne pouvant supporter le déferlement de violence typique à ces concerts.
il m'est difficile de parler de son art, car la plupart s'accordent à dire que les musiques d'Aline étaient universellement médiocres. Je ne sais pas si je peux le considérer comme chanteur, mais je le catégoriserai peut-être plus comme artiste contemporain. Steve Huey déclare que l'intégrité de la production d'Aline se classe comme peut-être la pire musique jamais enregistrée. Alors qu'Ian McCaleb écrit que la discographie d'Aline, c'est un semi-remorque d'obsession puérile, de concupiscence démente et d'humour au niveau du slip. Ce qui n'empêche pas de lui avoir un groupe de furieux fans. Aux côtés des sorties officielles, beaucoup de vidéos et d'albums bootleg sont publiés indépendamment avec ou sans son accord. Il est toutefois intéressant de souligner que la plupart de ces audios étaient dus à des clips enregistrés en amateur et est principalement dû à la faiblesse de ses budgets d'enregistrement qui ne l'aida pas à apprécier sa musique. Il ne reçut jamais le soutien des grands labels pour la distribution, les sons étant jugeant passables, les paroles perçues comme grasses, emplies de mépris, comme le montre la musique Bite It You Scum. Je vous mets bien évidemment les lyriques, mais je vais vous en faire la description, ou du moins la traduction. Eh bien, tu veux que je t'embrasse le cul? Eh bien, penche-toi mon pote, voici mon pied. Je n'ai pas besoin de ta merde qui pleure, le tempérament monte. Fais une crise, mordez-le, vous écumez. Me voici, mordez-le, vous écumez. Eh bien, tu veux que je contribue? Tout ce que j'ai, c'est du sang pour toi. Tout ce que tu veux, c'est de plus en plus. Gloutonnerie, tu es un porc, tu es une pute. Mordez-le, vous écumez, me voici. Je veux ton sperme, mordez-le, vous écumez. Miam miam. Le public, venant au concert d'Aline, n'était plus présent pour assister à ses performances scéniques qui incluaient Aline chantant nue, attaquant le public et parfois les membres de son groupe, déféquant, urinant, lançant ses excréments dans la foule, s'automutilant et une multitude d'autres actes choquants. D'ailleurs, lors de son dernier concert, il fit quelques chansons avant que le courant soit coupé, après qu'il dégrade la salle puis s'en va à travers les rues de New York, nu, couvert de sang et d'excréments, entouré de centaines de fans qui l'embrassaient volontiers. Si beaucoup considéraient ces actes comme de l'art performance, ou la démonstration de bêtes de foire, du choc rock au divertissement sale, J.J. Allin se considérait avant tout comme suivant la philosophie qu'il prônait dans ses chansons. Il rejetait le conformisme, voyageait à travers les États-Unis sans répit en bus, souvent sans d'autres bagages que ses habits et un sac. My lifestyle pretty much consists of what you see. I got one pair of pants, I got a jacket, a shirt. And pretty much everything I own will fit in like a paper bag. And to me, it seems like it's the only way to live if you got it. I'm the type of person who always has to get out of town quick. So possessions really don't mean anything to me. It's more of the fact that I need to move fast. So I don't need anything. So in that way, they can never catch me. Il dénonçait souvent le mode de vie américain, centré sur une vie suivant les conventions de la société. Maccabée disait même que, en laissant de côté tout jugement moral ou artistique, on doit du respect à Allin pour avoir fait ce qu'il a fait avec autant de conviction, et pendant aussi longtemps. L'art et les goûts musicaux étant subjectifs, il est normal que le côté distinctif et singulier attire toujours une branche de personnes précisément ciblées par ce qu'offre J.J. Allin, ce qui lui vaut d'être apprécié par les uns et détesté par les autres. Il l'avait à maintes fois promis. Cependant, bien que la mort soit là, il ne fut pas de son fait. À la date du 28 août 1993, J.J. Allin succombe à la suite d'une overdose d'héroïne. Lui, qui voulait mourir au sommet de sa gloire, se voit pris par la cause de la mort de tout rocker et idole de son domaine. En effet, pendant une fête organisée par une de ses amies,
Aline sniffa de l'héroïne présente à cette soirée. Puis, il perdit connaissance. À l'occasion, des fêtards posent pour des photos aux côtés d'un Aline ayant perdu connaissance, ignorant qu'il était alors par la suite déjà mort. Le matin suivant, quelqu'un remarque Aline. Reposé toujours immobile, il appela une ambulance. Mais Aline était déjà sans vie depuis bien des heures. À ses funérailles, suivant les souhaits de son frère, le croque-mort ne lava pas le corps qui empestait, laissant la dépouille en état indiscutable. L'enterrement se transforma en fête, son corps profané de diverses façons, ressemblait néanmoins à la vie qu'il mena. Par la suite, la tombe de J.J. Allin était souvent vandalisée par urine, excréments, mégots de cigarettes et bouteilles d'alcool par ses fans, ce qui causa le retrait de sa tombe pour la conclusion finale. Et c'est ainsi que J.J. Allin laissa sa trace de son vivant au travers de ses clips et sa musique qu'aujourd'hui un grand nombre écoute. Une certaine notoriété grandit depuis sa mort, le plaçant comme artiste underground le plus authentique et unique en son genre. Et c'est ici que s'achève cette histoire. Je pense que tu en sais plus à son sujet, mais aussi sur le but de ta venue. Pour ma part, cela me rappelle ce que j'ai partiellement laissé. Je ne comprends pas comment des êtres capables de logique décident d'un accord à un autre, de trouver les raisons à s'auto-détruire avec amusement, faire le choix de vouer sa vie à sa propre humiliation, à sa propre dégradation et sa propre autodestruction. Pourtant, à en juger certains, le diagnostic mental n'est pas engagé et affiche une décision propre à s'induire dans la déchéance et la destruction de soi, comme si détruire et se saborder avait été leur but final. Une apparition dans ce monde mort-né où ces derniers jugent l'existence en soi comme un fardeau qu'ils se délectent de détruire, en commençant par eux-mêmes, étant considérés comme êtres sensibles et conscients, en tant qu'être humain. Comment dévier à ce point dans cette quête de réponse? Ici, nous avons le cocktail explosif du schéma de pensée d'Allin, provoqué par ses expériences, voué à un manque d'amour, dépendant en drogue et de problèmes sûrement mentaux. Nous pouvons dans un sens partiellement le comprendre. C'est pourquoi je pense qu'à mon humble avis, que la plupart vouent cette existence par la cause d'un traumatisme ou d'une souffrance qui ne s'agirait que par une détérioration de jugement et de capacité à prendre de bonnes décisions. Comme des personnes touchées par une démence ou d'un désespoir, nourries par un ego qui les oblige à s'en ficher de tout. Bien évidemment, je parle de la plupart, car beaucoup prennent juste les idées anticapitalistes anarchistes, incluant le lot esthétique se pavanant en cuir, aimant la nature et la bière avec une joie de vivre à toute épreuve. Mais beaucoup adoptent ce mode de vie par refuge d'une souffrance qu'ils ne veulent ou ne sont pas capables de gérer, comme une fuite inefficace à leurs problèmes. Le récit étant achevé, je t'invite, explorateur, à poursuivre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, pour le peu que tu sois voué à revenir un jour. Dans la retranscription papier de l'œuvre et de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.